Good afternoon, and with many thanks to the participants for joining this session. How, where, and when going to use Voilà, la question est comment, quand et où allons-nous utiliser les PMA, vaccins micro-aiguilles pour vacciner contre la rougeole et la rubéole. Je suis Mathieu Sasso et je suis de MMGH Consulting and Partners. Nous travaillons pour essayer de répondre à ces questions. J'espère que la présentation que j'ai pour aujourd'hui va vous donner des réponses à ces questions. Nous continuons à avoir un problème de faible couverture de vaccins valence rougeole. L'objectif d'atteindre 95% n'a pas été atteint pour la couverture et les VVR2 sont encore plus faibles. Par conséquent, nous avons une augmentation du cas de rougeole ces dernières années. Et il y a certains défis avec la délivrance de vaccins aiguilles et seringues qui peuvent expliquer cette couverture suboptimale qui est observée. Tout d'abord, les vaccins à valence rougeole ou VVR doivent être reconstitués et administrés. Cela entraîne des problèmes de sécurité. Il y a des exigences de chaîne du froid importantes. Ils sont difficiles à gérer. Ils ont besoin de temps pour être administrés par des agents de santé formés. Des personnes vaccinées peuvent hésiter à recevoir un vaccin et il y a souvent un déchet de doses non utilisées et cela entraîne des déchets médicaux importants. Ce que nous avons, ce sont des patchs à micro-aiguilles ou PMA qui sont des innovations qui peuvent peut-être nous aider à régler certains de ces problèmes. Les PMA consistent en centaines de milliers ou de milliers de petites aiguilles qui peuvent délivrer le vaccin sec sous la surface de la peau, avec certains qui sont appliqués comme un bandage et d'autres comme un applicateur. Ils sont faciles à utiliser, ils nous aident à éviter la reconstitution et nécessitent moins de préparation. Il y a moins de composants, ils simplifient la logistique de la chaîne d'approvisionnement et ils sont associés avec une augmentation de l'acceptabilité par les soignants, les personnes vaccinées. Ils n'ont pas d'objet coupant pour améliorer la sécurité et ils permettent de d'économiser du temps pour les agents de santé en limitant la nécessité de reconstitution. Ils permettent aussi d'augmenter la stabilité à la chaleur et la résistance au froid. Ils peuvent être appliqués à tous les vaccins parentérales et peuvent faciliter des nouvelles combinaisons de vaccins. Et enfin, ils peuvent améliorer l'immunogénicité. Donc, on peut délivrer moins de doses du même vaccin ou appliquer un plus petit nombre d'antigènes par dose. Suite à cette innovation intéressante dans le paysage de l'immunisation, il y a une session du SAGE en octobre 2016. À la suite de cette session SAGE où on a parlé de stratégie pour la rougeole, le SAGE a recommandé que le développement clinique le plus rapide et un parcours réglementaire vers la licence des DRR basé sur des PMA soit déterminé, que les barrières soient identifiées et réglées. Alors, ce que font l'OMS et les partenaires pour répondre à cette recommandation? Nous avons identifié un certain nombre de défis clés. Tout d'abord, nous devons comprendre le produit. Quels sont les attributs clés du produit du PMA-RR qui permettra au PMA de faire un impact sur les PRITI? Ensuite, nous voulons comprendre comment les produits seront utilisés. Quel est le cas d'usage? Quels sont les cas d'usage de ces PMA-RR? Quels sont les scénarios d'utilisation? Comment est-ce que les PMA-RR vont être utilisés pour les programmes d'immunisation des pays? Ensuite, nous voulons comprendre où les PMA-RR vont être utilisés, quelles seront les demandes pour chaque cas d'usage, la taille, comment est-ce que cela va déterminer l'importance des attributs du produit. Et enfin, nous voulons comprendre où ces produits seront disponibles. Et cela dépend des parcours de licence et de développement. Et nous devons comprendre quelles sont les activités supplémentaires que nous devons entreprendre pour prioriser le développement des PMA-RR pour la rougeole et les rubéoles. Donc, qu'est-ce que l'OMS et les partenaires font pour faire avancer les PMA? Tout d'abord, pour comprendre les attributs du produit, l'OMS a publié un profil produit pour les PMA-RR
Ce document technique décrit des attributs minimums et optimaux qui sont nécessaires pour avoir un impact sur les pays à revenus intermédiaires tranche inférieure. Ensuite, il faut comprendre comment le produit va être utilisé et introduit dans le programme d'immunisation du pays. Nous travaillons avec nos collègues de MGH Consulting pour identifier 6 cas d'usage pour utiliser et délivrer les PMA RR. Et je vais vous parler de ces cas d'usage dans les diapositives suivantes. Nous travaillons aussi avec Capacity, qui est un programme de l'OMS qui engage les pays dans le processus de décision et les aide à comprendre quelles innovations sont disponibles. Et du point de vue de l'OMS, nous essayons de comprendre quelles sont les préférences des pays par rapport à ces produits et quelles seront les préférences de ces pays pour introduire ces produits dans les programmes d'immunisation. Nous voulons également comprendre où ces produits seront utilisés. Et pour répondre à ces questions, il y a beaucoup d'activités qui sont en cours. L'OMS s'engage dans l'information de marché pour l'accès à MIA, qui est une base de données pour les différents vaccins, y compris RR, et nous voulons comprendre la taille des cas d'usage, et j'en parlerai dans les prochaines diapositives. Nous avons d'autres partenaires qui sont impliqués dans la VIPS, dirigée par Gavi, et CDC et le PAF, Center of Excellence, le centre d'excellence. Pour comprendre quand ces produits seront disponibles, la VPS développe des plans d'action pour les PMA et cette question est traitée aussi avec le centre d'excellence MAT géré par PAF. Donc, que fait l'OMS pour comprendre comment les PMA RR seront utilisés dans les pays? Comment est-ce que nous avons développé les cas d'usage pour les PMA RR? Donc, avant que je commence à parler des cas d'usage, je vais expliquer ce qu'on veut dire par cas d'usage. C'est des situations spécifiques où un produit ou un service est potentiellement utilisé pour atteindre un objectif prédéfini. Ils peuvent être utilisés pour la conception de produits. Ici, là, on répond à la question quelles sont les caractéristiques produits les plus appropriées qui nous permettront de traiter les sujets émergents et les besoins non satisfaits. On peut les utiliser pour concevoir un programme. Comment concevoir un programme pour maximiser sa portée et son efficience et les facteurs de succès. Quelles caractéristiques de produit ou de programme contribuent au succès ou à l'échec d'une intervention particulière? Cette diapositive résume le processus que nous avons utilisé pour développer ces cas d'usage. Nous avons commencé avec une analyse de paysage. Nous avons regardé les défis de délivrance de vaccins les plus importants avec la faisabilité technique, faisabilité des programmes et l'accessibilité des PMA au niveau individuel mais aussi communautaire. Nous avons regardé les dimensions critiques qui peuvent influencer l'utilisation des PMA RR avec le fardeau de la maladie, les populations cibles, quelles sont les méthodes de délivrance, les normes de vaccination et comment est-ce que ça fait partie de la stratégie d'élimination RR. Nous avons sélectionné des dimensions critiques avec 2 dimensions, l'emplacement de la délivrance et le prestataire. Ça nous a permis d'avoir des cas d'usage. On a utilisé des informations des étapes précédentes et développé les premiers cas d'usage. Et après, nous avons validé ces cas d'usage et les avons liés à des attributs du profil produit. Nous avons identifié 6 cas d'usage pour les PMA-RR. Au niveau du tableau, vous pouvez voir la première ligne, les prestataires qui vont des agents de santé communautaires et l'auto-administration. Et là, sur l'axe Y, vous avez la deuxième dimension qui est l'endroit de délivrance. Ça va d'un poste de santé avec capacité de chaîne du froid, outreach, capacité de chaîne du froid réduite et d'autres endroits. Et avec ces 2 dimensions, nous avons 6 cas d'usage. Le premier cas d'usage, c'est une délivrance par un agent de santé ou agent de santé communautaire dans un poste de santé fixe. Et on envisage où on a une structure permanente qui a une capacité de chaîne du froid complète.
et le PMA-RR est délivré à travers ce point de santé fixe. Le deuxième cas d'usage, c'est la délivrance en outreach par les agents de santé. C'est des endroits qui n'ont pas accès à un point de santé fixe et ces délivrances peut être délivrées par des agents de santé avec une chaîne de froid réduite. Troisième cas d'usage, délivrance outreach par des agents de santé communautaires dans des zones qui n'ont pas accès à un point de santé fixe et cette délivrance peut être délivrée par des ACS, agents de santé communautaire avec une zone où on a une capacité de chaîne du froid réduite. Quatrième cas d'usage, c'est des délivrances par les agents de santé communautaire dans des maisons et c'est un ACS qui habite dans une zone donnée qui reçoit un stock de PMA-RR et peut délivrer ce vaccin dans les maisons. Les cas d'usage 5 et 6, c'est l'auto-administration. Le cas 5, c'est une auto-administration avec l'aide d'un agent de santé ou agent de santé communautaire. Et cet agent de santé peut suivre les événements indésirables et enregistrer qui a eu la vaccination. Le cas d'usage 6, c'est l'auto-administration sans assistance, mais avec une personne secondaire qui a reçu une formation minimale. Alors, après avoir identifié ces cas d'usage, nous avions besoin de vérifier et de valider ces cas d'usage avec les parties prenantes potentielles. Comment nous avons fait? Nous avons conçu une enquête et des entretiens pour valider ces cas d'usage. L'objectif des enquêtes est d'avoir une consultation large pour avoir une perception générale des cas d'usage et inclure un feedback pour affiner les définitions ou identifier des nouveaux cas d'usage. Pour les entretiens, nous voulons vraiment avoir une analyse approfondie des perspectives de pays sur comment les PMA-RR seraient utilisés et où ce serait le plus bénéfique. Tout d'abord, pour l'enquête, nous avons fait une enquête qui a inclus 70 répondants, principalement des agences des Nations Unies, de l'industrie, du développement des produits et des groupes de mise en œuvre. Les fonctions, c'était l'immunisation, épidémiologistes et chercheurs principalement. Au niveau des régions, c'était principalement la région Amérique, Asie du Sud-Ouest et du Sud-Est et Afrique. Nous avons demandé aux participants, aux répondants, quels sont parmi tous ces cas d'usage ceux qui sont le plus importants pour les PMA-RR. Ils nous ont dit que le cas d'usage 3, délivrance par outreach par un agent de santé communautaire, la SC, et l'UC4, délivrance maison par un ASC, et l'UC2, délivrance par outreach par un agent de santé formé, sont les cas d'usage les plus importants par rapport au PMA-RR. C'est le score le plus élevé entre 0 et 5. Le cas d'usage 1, délivrance dans un point de santé fixe par un AS ou un SC, était moins apprécié parce qu'il y a des programmes d'immunisation en place et cela qui fonctionne bien. Le fait d'ajouter un nouveau produit dans ce scénario d'immunisation bien rodé pourrait perturber les services d'immunisation. Pour les cas d'usage 5 et 6, c'était les moins favorisés. Il y avait beaucoup de discorde et d'opinions sur le fait de les utiliser ou pas. Les conclusions clés de l'enquête, c'est qu'il y avait un accord général sur l'utilisation des PMA, des patchs à micro-aiguilles, en utilisant le outreach et la délivrance maison par maison, UC2 à UC4. Il y avait des opinions discordantes par rapport aux UC6, 5 et 6, l'auto-administration et la délivrance dans des points de santé fixes, l'UC1, et aussi quel pays devrait utiliser les PMA par rapport au groupe de revenus. Nous avons décidé de faire des analyses supplémentaires pour avoir plus de feedback des représentants du gouvernement ou des individus qui travaillent dans des pays qui pouvaient nous aider à identifier certaines informations. Et cela inclut également une exploration supplémentaire concernant les cas 5 et 6 par rapport à l'auto-administration et l'UC1 par rapport au point de santé fixe.
Nous avons fait ces interviews, ces entretiens. Nous avons interviewé 30 personnes dans les groupes de revenus de la Banque mondiale avec les pays à haut revenu par rapport à l'auto-administration, mais la plupart des entretiens ont été faits avec les pays à revenus intermédiaires, à tranche inférieure ou les pays à faible revenu. Nous avions deux représentants régionaux de l'OMS, interviewé 26 pays, 16 managers EPI et 14 points focaux d'immunisation OMS au niveau pays ou régional. Par rapport à la représentation géographique, nous avons interviewé 12 pays de la région Afrique et les autres régions, mais la majorité des entretiens étaient dans la région Afro. Ce que nous avons trouvé dans ces entretiens, c'est que les cas d'usage 3 et 4 ont le plus haut niveau d'intérêt. Donc, le contexte et les objectifs spécifiques au pays peuvent affecter comment les PMA-RR vont être utilisés, mais la plupart ont pensé que les cas d'usage 1 à 4 étaient possibles, mais les cas d'usage 3 et 4 étaient les plus intéressants pour la délivrance de ce produit. Les répondants ont trouvé que les PMA aideront à traiter les poches de populations vulnérables comme les migrants ou les bidonvilles et à atteindre les régions difficiles. Les pays ROR et RORV sont intéressés par utiliser les PMA pour la vaccination de voyageurs, de populations hésitantes, les demandeurs d'asile ou d'autres groupes marginalisés. Il y a eu plus d'acceptance par rapport aux UC 5 et 6 pendant les entretiens et le fait que pendant les entretiens, on pouvait expliquer comment ça fonctionnait en pratique et le fait d'avoir une discussion a permis d'avoir un meilleur accord sur ce cas d'usage. Cependant, il y a des bémols, il y a des nuances et les répondants ont vu des opportunités pour l'UC5 en temps de Covid. Et il y a des barrières par rapport aux contraintes juridiques, à la surveillance et au reporting qui doivent être traitées si on utilise les UC5 et 6. Tous les répondants ont trouvé que les PMA-RR sont une innovation positive et il y a beaucoup d'intérêt d'anticipation pour ces produits. Toutes les personnes interviewées ont vu ces produits comme une innovation positive qui pourrait les aider à atteindre leurs objectifs RR et beaucoup ont demandé des informations de suivi. Alors, deuxième question, c'est où ces produits vont être utilisés. Les PMA-RR, donc c'est un exercice de détermination de taille. Pourquoi? Pour capturer l'utilisation potentielle de nombre de doses de PMA-RR par cas d'usage. Et cette identification aidera à avoir des discussions stratégiques et directionnelles avec les parties prenantes, y compris les fabricants, les développeurs et les acheteurs ou utilisateurs potentiels. Donc, pour chaque cas d'usage qu'on a défini, nous essayons d'identifier quelle pourrait être la taille potentielle par rapport au nombre de doses de vaccin. Comment est-ce que nous allons le faire? C'est toujours du travail en cours. Nous utilisons la demande des estimations de VVR de l'OMS. Nous prenons ces estimations et nous appliquons des hypothèses qui nous permettront de calculer le switch entre les vaccins seringues aiguilles vers PMA-RR. Nous utilisons différentes sources comme les statistiques de force de travail de l'OMS, la base de données de la Banque mondiale, CMYP ou JRF. Nous faisons également des entretiens pour identifier des hypothèses spécifiques aux régions et aux pays et pour identifier les jeux de données pour soutenir ces hypothèses. Et nous avons des consultations avec des experts pour trouver des données, consolider et se mettre d'accord sur les hypothèses et les données. Si vous voulez participer à certaines discussions, si vous voulez contribuer
à ces discussions, ces hypothèses, n'hésitez pas à m'envoyer un email à l'adresse qui est indiquée ici. Enfin, pour répondre à la dernière question, qui est quand les PMA-RR vont être utilisés, c'est là une question, on n'a pas de réponse pour l'instant, mais comment on essaie d'y répondre? C'est que nous travaillons avec la BIPS et les PMA-RR ont été priorisés dans le cadre de la stratégie de priorisation des vaccinations. Et c'est une stratégie qui pourrait changer le paysage d'immunisation. VIPS crée des plans d'action de 5 ans pour faire avancer les innovations priorisées, y compris les PMA-RR. Comment ils le font? Ils évaluent ce qui a été fait auparavant avec les défis clés, les goulots d'étranglement et les besoins qui sont liés aux innovations des produits, au développement et à l'adoption. Ils regardent les initiatives existantes et les fossés qui existent. Ils définissent des stratégies de bout en bout pour accélérer le développement et l'adoption. Ils identifient des activités prioritaires pour les 5 années à venir pour chaque innovation, y compris les PMA-RR, mais aussi des innovations transversales. Ils identifient les rôles et responsabilités pour ces activités, le financement et les calendriers. Pour identifier ces plans d'action, ce que VIX fait, c'est qu'ils interviewent des fabricants, des développeurs, des partenaires de mise en œuvre, et ils forment ce plan d'action des alliances VIPS. Et nous sommes convaincus que les partenaires VIPS sont le mieux placés pour entreprendre ces activités et évaluer ce que chaque organisation peut délivrer et utiliser les forces de chaque organisation pour aller au-delà des partenaires VIPS pour s'assurer qu'on a assez de ressources. Donc, pour résumer, il y a un certain nombre de défis clés associés au PMA-RR et un certain nombre d'accomplissements et de travail qui reste à faire. Donc, nous avons commencé avec la nécessité de comprendre quels sont les attributs clés des PMA-RR qui feront un impact sur les PRITI. Et l'OMS a publié un profil produit PMA-RR en juin 2019. Nous avons décidé également de regarder comment les PMA-RR seront utilisés quand ils seront introduits dans les programmes d'immunisation des pays. Pour cela, nous avons développé 6 cas d'usage pour délivrer ces produits. Nous sommes demandé ensuite quelle sera la demande pour chacun des cas d'usage, quel est le marché pour ces produits. Et ici, c'est un travail en cours pour comprendre la taille potentielle de chacun des cas d'usage. Enfin, pour comprendre le parcours de développement et de licence et voir quand ces produits seront disponibles, nous devons identifier des activités supplémentaires que nous devons entreprendre pour prioriser le développement des PMA-RR. Ici, travailler avec VIPS, le MAVS, les PMA sont une technologie innovante priorisée qui est promue par la VIPS. For inviting me to this conference, and I'm willing to answer any questions you might have.